Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire spécial énergie citoyenne et SRADET. Je suis Justine Peulmeul de l'association Énergie Partagée, en charge du plaidoyer pour énergie partagée et dans le cadre aussi du collectif pour l'énergie citoyenne. Donc, c'est la troisième séance autour des planifications énergétiques et de l'énergie citoyenne. On avait organisé en mai 2 webinaires à destination des collectivités et des acteurs locaux sur les PCAET. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur une planification énergétique à l'échelle régionale dans le cadre des SRADET et des SRCAE. Et je suis ravie de pouvoir accueillir avec nous donc 2 personnes qui travaillent en région Occitanie, donc Solène Leroux du Conseil régional Occitanie et puis Christelle Bédès de l'ADEME Occitanie, donc qui nous rejoindront pour le deuxième temps du webinaire. Le webinaire va être organisé en 2 temps. Un premier temps où moi je vais introduire ce que c'est l'énergie citoyenne et dans quel cadre on diffuse nos mesures. Et je vous présenterai les différentes mesures que l'on porte à intégrer au SRADET, SRCAE. On va prendre vos questions et réponses, donc n'hésitez pas à utiliser le chat dès maintenant. On a une équipe qui s'occupe de gérer les questions et on prendra donc vos réponses à la fin de ce premier temps d'intervention que je ferai. Et puis, un deuxième temps, donc le témoignage de la région et de l'ADEME Occitanie sur différentes mesures et la manière dont la région intègre les énergies renouvelables citoyennes à leur politique énergétique en général. Donc, ce ne sera pas que les SRADET. Vous verrez, ils vont pouvoir revenir sur différentes actions et un retour d'expérience sur les différentes actions pour faciliter l'énergie renouvelable citoyenne dans leur région. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vais partager donc ma présentation. Donc les énergies renouvelables citoyennes dans les SRADET et SRCAE. Ce webinaire est organisé par le collectif pour l'énergie citoyenne. Nous avons voulu nous rassembler autour d'un collectif qui rassemble à la fois des acteurs de l'énergie citoyenne et de la transition énergétique au niveau global, avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ce collectif est là pour pouvoir porter nos mesures pour faciliter le développement territorial des énergies renouvelables. Vous voyez qu'il y a des réseaux nationaux comme Energy Cities, comme Leclerc, aussi comme Enercop, France Nature Environnement, et puis on a des réseaux autour de l'économie sociale et solidaire, comme le labo de l'économie sociale et solidaire, comme les chambres ESS, etc. Donc, je reviens très rapidement sur les plus-values d'un projet d'énergie renouvelable porté par le territoire. Les plus-values sont dites plurielles et il faut savoir que les projets d'énergie renouvelable portés par les acteurs locaux sont des projets qui créent de la valeur. Qui créent de la valeur parce que l'épargne locale reste sur le territoire, qui crée de la valeur parce que à partir du moment où il y a des retombées économiques, ces retombées économiques sont réinvesties sur le territoire. Et puis, on a fait une étude qui comparait en fait la création de valeur entre un projet éolien qui est porté par des acteurs nationaux voire internationaux et le même projet éolien porté par des acteurs locaux, donc un projet éolien d'une puissance de 8 MW, et on voit que les retombées économiques sont 3 fois plus importantes dès lors que le projet est maîtrisé par les acteurs locaux. Donc tout ça est vraiment important pour nous. Le développement des énergies renouvelables doit servir le développement économique local et c'est la raison pour laquelle on est là pour pouvoir accompagner et financer ce type de projet. Donc la particularité des projets citoyens, quand on parle d'énergie citoyenne, c'est au sens large du terme citoyen, puisque ce sont les citoyens, les collectivités, mais aussi des collectifs d'agriculteurs par exemple, des entreprises locales, qui vont participer au projet en finançant
le projet au niveau local, mais part de l'investissement dans le capital. Et grâce à cet investissement en capital, ils vont pouvoir participer à la gouvernance et donc être maîtres des décisions, depuis le choix d'un bureau d'études ou d'un développeur jusqu'à comment réinvestir nos bénéfices sur le territoire. Voilà, donc c'est vraiment une particularité quand on parle de projets d'énergie renouvelable citoyenne. Ce sont bien des projets portés par les acteurs locaux et c'est aussi en cela qu'on se distingue des projets participatifs. Donc, on a la grande famille des participatifs où là, ce sont plutôt des plateformes de crowdfunding, des plateformes de financement participatif qui vont proposer plutôt de la dette, des obligations aux citoyens sans participer à la gouvernance. Chez nous, voilà, ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir garder la maîtrise des décisions. En France, on enregistre une dynamique très intéressante et vraiment en croissance. On enregistre donc 250 projets portés par des acteurs locaux. Et vous voyez que voilà, c'est aussi lié à une deuxième carte qui est liée aux animations régionales. Le réseau d'énergie citoyenne se structure en réseau régional. C'est quand même plus intéressant pour pouvoir accompagner au plus proche les acteurs locaux. Alors, il manque une région qui a maintenant son animation régionale, c'est la région Grand Est, donc, avec Bruno Mahé qui est parmi nous. Donc, il faut qu'on actualise cette carte. Mais vous voyez que la plupart des régions maintenant sont couvertes par une animation régionale et ce sont ces personnes qui vont pouvoir vous conseiller, vous orienter vers un développement local des énergies renouvelables. Je vous conseille aussi de pouvoir découvrir notre guide pratique à destination des collectivités qui recense une vingtaine d'expériences à tous les niveaux des collectivités, depuis la commune rurale jusqu'à la région, pour pouvoir vous montrer et vous démontrer qu'il y a différents modes d'intervention que peuvent avoir les collectivités pour pouvoir s'impliquer ou favoriser le développement des énergies renouvelables sur leur territoire. Voilà, je vais passer donc à la partie au vif du sujet, je dirais, sur les SRADET et sur ce que préconise le collectif pour l'énergie citoyenne pour la planification énergétique. Un objectif d'abord, c'est qu'on préconise que dans les objectifs et orientations stratégiques du SRADET, il puisse être intégré l'objectif des 15% de la production d'énergie renouvelable aux mains des citoyens, des collectivités territoriales et des acteurs économiques locaux d'ici à 2030. Pour nous, c'est important d'afficher cet objectif et de pouvoir mettre en place des mesures qui vont répondre à cet objectif-là. Pour information, le Comité économique, social et environnemental qui a envoyé son avis autour de la loi de transition énergétique il y a quelques mois maintenant, a repris cet objectif comme une préconisation pour la réussite aussi des objectifs des ENR citoyennes et des ENR en France dans le cadre de la loi de transition énergétique. Parmi les mesures, donc dans les règles générales du fascicule, dans les SRADET, on a 4 grands objectifs que ensuite je vais décliner par mesure. Un premier objectif qui est de mettre en place une politique incitative du développement local et collectif des projets d'énergie renouvelable. Un deuxième qui est d'encourager le financement par de l'investissement et de la subvention auprès des projets locaux. Un troisième axe qui est de renforcer les acteurs locaux pour faciliter les projets d'énergie renouvelable. Et un quatrième qui est que des énergies renouvelables au sein de la transition énergétique. Donc, je vais revenir sur le premier objectif, mettre en place une politique incitative du développement local et collectif des projets d'énergie renouvelable. Dans cet objectif, on préconise plusieurs mesures. Tout d'abord, lancer un appel à projet développement local et collectif des énergies renouvelables. Donc, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet sur cette mesure-là, puisque la région et l'ADEME Occitanie vont vous faire part de leur expérience depuis 4 ans sur cet appel à projet. Il nous paraît aussi important de pouvoir valoriser le patrimoine régional, donc mettre à disposition et exploiter les toitures, les terrains du patrimoine régional pour un développement des ENR locales.
et de pouvoir faire correspondre cette exploitation des toitures et terrains par des règles d'urbanisme qui favorisent le développement des ENR locales. Mettre en place un dispositif régional d'avance remboursable, alors sur des projets dont le risque de développement ne peut pas être mutualisé et généralement sur des filières où il y a un risque de développement beaucoup plus fort comme la filière méthanisation et sur des projets inférieurs à 1 mégawatt. Voilà, donc on voit avec le retour d'expérience des projets que l'avance remboursable est très intéressante, surtout quand ce sont plutôt des collectivités, des communes, des intercos. Mais il est d'autant plus important sur des filières bien précises comme la méthanisation. On préconise aussi de soutenir une économie verte et locale par la commande publique responsable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la région peut choisir son fournisseur d'électricité et de faire en sorte qu'il y ait un lien entre la production et la consommation. On parle de circuit court de l'énergie. Enfin, une préconisation, alors qui se fait très peu actuellement, mais on s'est inspiré de France Urbaine qui préconise de mettre en place des conventions avec des collectivités afin d'affiner la mise en œuvre du SRADET et dans la perspective de pouvoir avoir une cohérence entre les différents documents de planification énergétique, SCOT, PLU, PLUI, PCAET et SRADET. Voilà pour ce premier objectif. On passe au deuxième objectif qui est d'encourager le financement des projets locaux. Alors, on a mis en valeur deux mesures. D'une part, mettre en place le dispositif 1 euro région, 1 euro citoyen sur des projets d'énergie renouvelable citoyens. Là encore, je n'en dis pas plus, puisqu'il y a la région et la Dame Occitanie qui vont pouvoir faire part de leur expérience. Et puis, inciter et soutenir financièrement l'accompagnement de proximité des projets pour renforcer leur montée en compétences et le montage et la réussite des projets. On le voit bien, si je reviens sur les cartes que j'ai présentées tout à l'heure, mais le fait d'avoir une présence d'animation régionale, voire plus locale, il y a un résultat concret sur le développement des projets d'énergie renouvelable locaux. Un troisième objectif qui est de renforcer les acteurs locaux pour faciliter les projets d'énergie renouvelable. Alors là, on invite les régions à pouvoir intégrer les projets d'énergie renouvelable citoyens dans la communication de la région quand il parle de transition énergétique. On voit bien que c'est assez manquant. Donc, c'est pas compliqué, assez facile et à moindre coût, mais de pouvoir systématiquement intégrer les ENR citoyennes dans la communication de la région. Et puis, apporter un appui et valoriser les compétences locales. On a de plus en plus des SEM régionales ou des SEM départementales, des fonds régionaux qui se créent pour pouvoir investir ou financer le développement des énergies renouvelables. Donc, travailler sur ça et consolider ces outils dès lors qu'ils existent. On a pris l'exemple notamment de la SEM Nièvre Énergie, qui est la première SEM publique et citoyenne, donc en Bourgogne-Franche-Comté, en Bourgogne, qui par la composition de son actionnariat, donc avec le syndicat intercommunal le SIEN, avec l'agence locale de l'énergie, avec l'association Le Var, mais aussi le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté qui fait partie des co-actionnaires, ils ont pu rassembler différentes compétences pour pouvoir répondre donc, aux missions précises de la SEM, qui est d'acquérir des moyens de production d'énergie renouvelable, donc pour pouvoir investir dans des sociétés de production d'énergie renouvelable, de pouvoir co-développer des projets, donc c'est une SEM de développement aussi, et qui a une ressource, une compétence dans le développement, et de mettre en place parallèlement des actions de sensibilisation à travers l'association Le Var. Donc là, on voit bien que la SEM a des compétences plurielles, des compétences complémentaires au service des projets locaux. Le quatrième et dernier objectif qui est que les énergies renouvelables, justement, doivent être au service de la transition énergétique. C'est important de pouvoir l'écrire aussi, que les bénéfices liés à la production d'énergie renouvelable locale puissent être réinvestis
dans des projets locaux autour de l'efficacité énergétique, de la biodiversité, des besoins de rénovation de l'habitat, etc. Et on invite vivement à ce que il y ait les mesures et les objectifs qui sont présents dans les SRADET puissent avoir des documents qui soient compatibles juridiquement, donc notamment avec les SCOT et PLU. Voilà, vous allez pouvoir retrouver nos documents en ligne. On a essayé de faire de travailler les documents tant sur les PSAET et sur les SRADET de manière à ce que ce soit le maximum prêt à l'emploi pour pouvoir influencer les SRADET et les PSAET. Donc, vous allez pouvoir retrouver tous ces documents en ligne. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez sur ce sujet-là avant de passer la parole à la région et l'ADEME Occitanie. Est-ce que vous avez des questions de compréhension ou en particulier? Alors, en attendant, peut-être que les questions arrivent. Alors, Bruno Mahé, le 1 euro région, est-ce que c'est de la subvention? Je laisserai la région Occitanie préciser tout ça parce qu'en fait, ils vont vraiment revenir dans le détail. La différence avec le financement participatif. Alors, le financement participatif est là, en fait, c'est généralement le financement participatif propose des produits qui va intervenir dans la dette des projets. D'accord? Donc, plutôt de l'obligation. On a des plateformes de financement participatif qui participent à financer des projets d'énergie renouvelable comme l'UMO, comme Enerfip. Alors, la différence, c'est vraiment dans la gouvernance. C'est-à-dire que le financement participatif va proposer aux citoyens d'orienter leur épargne locale sur des produits financiers, mais les citoyens ne vont pas avoir, ni les plateformes ne vont pas avoir de participation à la gouvernance. Alors que l'investissement citoyen, c'est bien prendre des parts dans des projets, dans des sociétés locales. Donc, il n'y a pas d'intermédiation. On prend des parts dans la société locale et donc, on va pouvoir donner notre avis sur les décisions qui sont en jeu depuis le développement jusqu'à l'exploitation et les retombées économiques. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vous propose donc une autre question sur la participation citoyenne. Dans la théorie, toute personne ayant versé 1 euro dans le projet a un droit de citer à hauteur de son investissement dans l'orientation du projet. Oui, tout à fait. Y a-t-il des contraintes quant à la composition et à la nature des actionnaires obligataires? Alors, pas forcément. Je dirais que c'est vraiment au groupe qui porte le projet qui va déterminer quelle nature ils veulent de leur actionnariat. Est-ce que voilà, c'est un projet qui est initié par des citoyens? Est-ce que on veut dans notre pool d'actionnaires des collectivités, une entreprise de développement, ou plutôt rester sur du 100% citoyen? Voilà, généralement, ce qui est en œuvre, c'est plutôt du co-actionnariat partagé avec les collectivités, avec des acteurs économiques locaux. Voilà, et après, ça dépend de qui est à l'initiative du projet. Quand on est sur des projets qui sont à l'initiative d'entreprises de développement, c'est là où il doit avoir aussi une négociation avec l'entreprise de développement pour faire en sorte qu'il y ait un pourcentage donné d'actionnariat public et citoyen. Alors, en région Corse, pour le moment, à ma connaissance, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de projets qui sont portés localement, mais on n'a pas encore une vision exhaustive de la dynamique, et notamment en Corse. Par contre, ce que je sais, c'est que l'ADEME Corse veut vraiment développer cette partie-là d'accompagnement des projets locaux d'énergie renouvelable sur leur territoire. Je vous propose un petit sondage pour vous faire participer. Donc, premier sondage, je vous laisse y répondre. Je ne vois pas de nouveaux votes, alors je mets fin au vote. Voilà, donc vous êtes 66% à ne pas travailler sur des SRADET et SRCAE, mais j'imagine que ça va pouvoir quand même vous aider. Et 34%, vous êtes actuellement en train de travailler sur des SRADET et SRCE. Voilà, on teste l'outil. Donc, je continue. Il y a une autre question qui s'occupe de monter les projets, les citoyens, les collectivités, la région. Alors là, c'est justement une grande question parce que ça dépend vraiment.
chaque projet est à la fois unique et en même temps, à énergie partagée, on travaille à pouvoir accompagner et organiser l'échange d'expériences parce qu'il y a des problématiques communes. Vraiment, je pense qu'on a 3 types de projets. Des projets qui sont portés par les collectivités, où donc là, l'enjeu est de voir comment intégrer et faire participer les citoyens. Alors, ça peut être par des plateformes de financement participatif, justement, ou ça peut être par des outils d'investissement locaux ou par énergie partagée investissement, qui est un outil national aussi qui participe à l'investissement des citoyens. Ça, c'est le premier modèle. Un deuxième modèle qui est le projet est initié par les citoyens, mais c'est compliqué de rassembler tous les fonds propres pour ensuite aller voir la banque. Donc là, la question se pose, avec quel partenariat je trouve pour être coactionnaire, donc copropriétaire. Là, ça peut être les collectivités, ça peut être la région, c'est aussi des communes, ça peut être les SEM, ça peut être aussi des fonds d'investissement régionaux. Voilà, on voit qu'il y a une pluralité d'outils. Et la question peut se poser aussi en termes d'acteurs économiques. Est-ce que je sollicite, par exemple, la Biocoop ou un acteur économique local qui est très important et qui a de quoi investir aussi dans le projet, ou est-ce que j'ai un partenariat avec une entreprise de développement? En gros, tout l'enjeu, c'est de savoir aussi qui va pouvoir qui va décider et quelle répartition des voix j'organise. Et c'est toujours mieux dès lors que c'est un projet qui est porté initialement par les citoyens. Et puis, il y a une troisième voie qui est le projet est porté par un acteur privé qui n'est pas du tout, qui ne connaît pas le territoire, qui n'a pas d'assise sur le territoire. Et là, on voit que pour l'entreprise, c'est quand même important de pouvoir s'appuyer sur des acteurs locaux. Donc, ça va de s'appuyer sur des acteurs locaux de manière ponctuelle jusqu'à, on choisit d'ouvrir notre capital, donc d'ouvrir notre gouvernance à des acteurs locaux. Et ça, on voit qu'il y en a de plus en plus. Et il y a cet enjeu de pouvoir former les acteurs locaux à négocier avec les entreprises de développement. Alors, existe-t-il des aides financières pour la mise en place logistique de groupes de citoyens, par exemple, imprimer les ressources mises à disposition par énergie partagée? Alors là, nous, ce qu'on conseille quand c'est un projet qui est initié par les acteurs locaux et par les citoyens, c'est pouvoir assez rapidement s'organiser et se structurer en association, qui peut être une association de préfiguration à une société de production, ou même une association qui restera toujours là parce que après, vous allez vouloir travailler sur des actions de sensibilisation ou de maîtrise de la consommation d'énergie, etc. En tout cas, via cette association, où le coût de création est très bas, vous allez pouvoir recevoir des subventions. En gros, les aides financières, c'est des subventions. Ça peut être des subventions publiques, mais aussi des subventions de fondations qui s'intéressent de plus en plus en fait, à financer ce type de dynamique locale. Un projet initialisé ou initié par une copropriété résidentielle, oui, tout à fait. Alors, nous, ça fait partie vraiment de ce type de projet qu'on essaye d'accompagner, de financer. Après, c'est toujours compliqué de pouvoir avoir l'adhésion de la majorité des copropriétaires. Donc, les projets de copropriété, pour le moment, on n'en a pas accompagné. Du fait de cette difficulté-là, mais ça peut être effectivement considéré comme un projet citoyen à partir du moment où on est dans une gouvernance collective, coopérative, c'est tout à fait envisageable. Voilà, je vous propose de continuer avec la région Occitanie, qui a pas mal de choses à nous dire, donc qui va organiser son intervention en 2 temps. Tout d'abord, nous présenter cette démarche de région à énergie positive qui va influencer les SRADET. Donc, ils ne vont pas forcément parler directement des SRADET, mais vraiment des mesures, des actions qu'ils mettent en place pour pouvoir influencer les politiques énergétiques. Et puis, un deuxième temps de retour d'expérience sur les dispositifs que j'ai présentés, 1 euro citoyen, 1 euro région, etc. Voilà, donc je laisse la parole à Christelle Bédès de l'ADEME Occitanie et Solène Leroux de la région Occitanie. Je disais merci à Énergie Partagée de nous avoir invités à ce webinaire pour témoigner en fait de comment les énergies citoyennes s'intègrent dans les politiques énergétiques d'Occitanie. Donc moi, je suis Solène Leroux, je suis chargé de projet transition énergétique au sein de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée.
Et moi, je suis donc Christelle Bédès, au sein de la direction régionale de l'ADEME en Occitanie, en charge de l'animation à la fois des territoires et puis de tout ce qui est énergie coopérative et citoyenne. Donc, on vous propose une présentation en 3 temps. On va essayer de respecter le timing d'une grosse demi-heure là, de présentation, comme le rappelait Justine, et essayer de répondre aussi, de compléter les éléments d'introduction, en rappelant donc en première partie ce que veut dire région énergie positive et la politique ambitieuse de la région pour mener à bien sa transition énergétique à l'horizon 2050. De rappeler donc la coopération et l'accompagnement des projets citoyens, qui est le fruit en fait d'une coopération historique entre l'ADEME et la région depuis maintenant 2014, et de vous faire un bilan et notamment des différents projets qui ont été développés ou qui sont en cours de développement et dont la dynamique a besoin aussi d'être renforcée à l'échelle régionale. Donc voilà. Du coup, pour commencer, donc, situer la région Occitanie. Donc la région Occitanie, donc, c'est la fusion des 2 anciennes régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Donc ça représente 13 départements, dont un 5e est situé sur les 2 métropoles, donc Toulouse, 700 000 habitants, et Montpellier, 400 000 habitants. Donc d'un point de vue géographique et donc bien sûr des sources potentielles d'énergie renouvelable, c'est 200 km de littoral, 2 massifs montagneux, donc une partie des Pyrénées et une partie du Massif central, et également une grande plaine agricole autour de la région toulousaine. Voilà, donc tout d'abord, on peut se poser la question, donc quel est cet objectif? Donc qu'est-ce que ça signifie, être une région à énergie positive? Et ben, être une région à énergie positive, c'est réduire les consommations d'énergie par la sobriété et l'efficacité énergétique, d'une part, pour pouvoir couvrir 100% des consommations d'énergie par la production d'énergie renouvelable en 2050. Donc l'Occitanie, elle dispose donc de nombreux atouts pour le développement des énergies renouvelables, donc avec une ressource hydroélectrique très importante, des vents puissants, un bon ensoleillement, et également des ressources en forêt qui sont importantes, donc pour la production de biomasse. Donc la volonté de la région, donc ça rejoint ce que disait Justine tout à l'heure, c'est de promouvoir des projets à forte valeur ajoutée pour le territoire et donc d'assurer des retombées économiques pour le territoire. Et c'est en ça que les énergies renouvelables coopératives et citoyennes sont vraiment très importantes. Donc ce scénario région énergie positive, il a été construit avec 120 experts qui ont été rassemblés au premier semestre 2017 au sein de groupes de travail, donc sur le bâtiment, le transport, l'industrie, l'agriculture, voilà. Et donc, donc, il a été construit donc, sur ce premier semestre 2017 avec un cadre de référence qui est la vision ADEME 2030-2050, qui, tu me diras si c'est pas ça, Christelle, a été remis à jour, je crois, en octobre 2016, il me semble. Hein. Oui. Et donc, ça a été construit également sur, tout à l'heure, Justine parlait des SRCAE, donc les SRCAE Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, hein, ont servi de base aussi de cadre de référence. Et ça a été construit une fois encore avec un partenariat fort entre l'ADEME et la région. Donc la trajectoire région énergie positive, donc c'est voilà, donc ce scénario il est basé sur de nombreuses prospectives techniques et économiques qui aboutit donc à ce graphique que vous voyez donc à gauche de l'écran, qui montre en 2050 le croisement de la courbe bleue qui représente la demande, c'est-à-dire les consommations, et la courbe verte qui correspond à la production d'énergie renouvelable. Donc pour information, quand il est mentionné le sigle REPOS, cela en fait c'est un acronyme de région énergie positive. On voit en orange et en vert pointillé les courbes tendancielles qui sont basées en fait sur un maintien des politiques énergétiques actuelles qui ne permettraient évidemment pas d'arriver à l'objectif région énergie positive en 2050. Donc concrètement, le scénario région énergie positive, donc si on parle en TWh, ça veut dire réduire de 40% les consommations d'énergie et diviser par 2 la consommation d'énergie par habitant. Alors diviser par 2, c'est parce qu'en fait, ça prend en compte la prospective démographique de l'INSEE à l'horizon 2050, qui est de plus 1,2 million d'habitants. Donc en parallèle, il faudra multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable. Donc voilà sur quoi est basé ce scénario. Aujourd'hui, on est à 19% de production d'énergie renouvelable, essentiellement en fait de l'hydroélectricité, à 75%. Donc l'enjeu, c'est donc de réduire de 40% la consommation d'énergie. Donc les 2 secteurs, 80% en fait des consommations d'énergie aujourd'hui, c'est le résidentiel et le tertiaire, donc le bâtiment
et les transports. Donc, ça veut dire diviser par deux les consommations dans les transports. Donc, ça passera par le changement, effectivement, la modification de nos usages dans les transports, mais aussi par l'apport, la substitution pardon, des carburants fossiles par des renouvelables. Et dans le bâtiment, ça nécessitera un plan massif de rénovation des logements existants et de construction neuve économe en énergie. Donc, le deuxième enjeu, donc un peu plus en détail, pour multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable. Donc, on voit que sur l'hydroélectricité, on est plutôt sur un maintien de cette production. Sur l'éolien terrestre, c'est une multiplication par 5 de la production, ce qui ne veut pas dire multiplier par 5 le nombre de mâts, puisqu'on aura beaucoup de repowering. On a une filière émergente qui est l'éolien flottant, qui aujourd'hui est à 0, hein, et qui, à terme, si les deux parcs en fait, se font au large de Gruissant et du Barcarès, donc sur les côtes, c'est deux parcs qui produiront 12 000 gigawattheures. Sur le photovoltaïque, c'est une multiplication par 12, donc là on voit aussi que les enjeux sont considérables. Et sur la biomasse également, multiplié par 2. Voilà, donc la région s'est mobilisée donc, depuis juin 2017, date à laquelle ce scénario a été élaboré. Depuis, ce scénario, en fait, a été… donc, ça nécessite la mobilisation de tous, hein, comme je l'ai mis sur la slide, donc la région, les collectivités locales, les entreprises, les associations et bien évidemment les citoyens. Donc, ce scénario, il a été en fait soumis à une concertation donc, depuis le deuxième semestre 2017 et jusqu'à maintenant. Donc, on a été sur une phase vraiment d'une campagne de sensibilisation et de mobilisation des acteurs de terrain autour de ce scénario, dont les premiers résultats seront présentés le 25 juin 2018. À Toulouse. À Toulouse. Donc, l'ambition régionale de devenir région à énergie positive s'inscrira, donc là, c'est là où on fait le lien avec le SRADET, donc c'est le projet Occitanie 2040, par l'intégration des problématiques énergétiques dans l'ensemble des thématiques qui seront abordées, donc aussi bien la mobilité, l'habitat, la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, bien sûr, et l'économie circulaire. Donc, ces règles, en fait, dans le SRADET, elles sont en cours de rédaction, donc on peut pas. Donc là, je donne effectivement des exemples, puisqu'on n'est pas encore à la phase. Enfin, c'est en cours de travail. Donc, de manière globale, c'est contribuer aux objectifs de la stratégie Région Énergie Positive en termes de production d'énergie renouvelable. Donc, le scénario Région Énergie Positive n'étant pas territorialisé, il appartiendra en fait à chaque territoire d'identifier des stratégies et des projets compte tenu de son potentiel en ressources naturelles. Donc, ça pourrait aussi consister, une des règles pourrait consister en fait à identifier des espaces, là on est sur le foncier, des espaces disponibles qui pourraient accueillir des installations d'énergie renouvelable de grande capacité, hors terrain agricole et espaces protégés, bien entendu. Et donc, ces règles se déclineront en mesures d'accompagnement qui seront associées. Donc, par exemple, via les dispositifs régionaux d'intervention en faveur des énergies renouvelables. Donc, on parlera tout à l'heure en détail de l'appel à projet énergie renouvelable coopérative et citoyenne, qui est effectivement l'objet de ce webinaire aujourd'hui, mais également d'autres appels à projets, comme sur le solaire photovoltaïque en autoconsommation, ou encore un nouvel à projet dont Christelle parlera tout à l'heure. Et donc, l'appui, donc ça peut aussi être, comme mesure d'accompagnement, l'appui de l'Agence régionale de l'énergie et du climat, qui est donc un outil de financement et d'ingénierie de la transition énergétique à l'échelle de l'Occitanie, qui vient d'être créé là en mai 2017. Donc, en fait, l'Agence régionale de l'énergie et du climat, c'est en quelque sorte l'accélérateur de la transition énergétique pour l'Occitanie. Cette agence, en fait, elle est dotée, donc vous voyez sur la gauche de l'écran, d'une société publique locale, qui est un outil d'ingénierie au service des territoires actionnaires de la société publique locale, donc les collectivités, sur les différents volets de la transition énergétique. Donc, elle a notamment pour mission d'accompagner les collectivités pour l'intégration de la dimension énergie citoyenne dans leur PCAET, et également les orienter vers les structures d'accompagnement comme le réseau Éclair, dont on parlera tout à l'heure, et vers les appels à projets de la région également. Et elle est également dotée donc d'une société d'économie mixte, une SEM, donc SEM-AREC pour Agence régionale de l'énergie et du climat, qui est un outil d'investissement et de développement des projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique au sein de l'entreprise. Donc, elle sera en fait financée par la Caisse des dépôts et des consignations et d'autres partenariats bancaires. Donc là, on ne peut pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans la déclinaison de cette SEM, puisqu'elle est vraiment en cours de structuration. Mais il y aura notamment une SEM, au sein de cette SEM, une société par action simplifiée, donc une SAS pour les projets d'ENR matures, et qui aura notamment pour vocation de financer des projets d'énergie renouvelable coopérative et citoyenne.
Donc, par rapport à toute cette dynamique en fait, de région énergie positive, c'est vrai que cet accompagnement des projets citoyens, c'est une coopération, comme on le disait, qui a émergé en amont de toute cette nouvelle stratégie et élaboration de nouveaux schémas à l'échelle grande région, qui a commencé donc en 2014. On peut le voir là sur la photo, qui est une photo récente, puisque c'est notamment un des derniers projets citoyens qui était lauréat de notre premier appel à projet là, en 2014. Et on a pu inaugurer la centrale photovoltaïque à Aubé, qui a une petite demi-heure de Montpellier et qui fait partie des projets que l'on peut soutenir dans le cadre de cet appel à projet. Donc, l'accompagnement de ces projets citoyens, donc, il se fait à deux niveaux. Depuis 2007, dans le cadre d'une animation spécifique au niveau national entre l'ADEME et Énergie Partagée, qui est donc aujourd'hui le centre de ressources national pour animer et accompagner tous les projets citoyens, comme le présentait Justine en introduction, et qui a été renforcé donc en 2015 dans le cadre de la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, avec ce volet d'investissement participatif qui permet du coup à l'ensemble des acteurs locaux, citoyens et acteurs privés de venir financer, de venir soutenir la création de sociétés de projets dans le cadre de développement des projets ENR, qui est une nouveauté et qui a permis du coup la création notamment de nombreux projets sur le territoire. Et également un bonus participatif dans le cadre des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, qui permet du coup de différencier, comme l'expliquait Justine, le volet projet citoyen des projets participatifs. Au niveau national, dans le cadre des coopérations avec l'ADEME, c'est quelque chose qui a été renforcé en début de cette année, avec notamment un accord national signé entre la Caisse des dépôts et des consignations et l'ADEME, ainsi que d'autres investisseurs, avec la mise en place d'un outil de financement tel que Énercité, qui permet notamment de venir soutenir, qui est un outil de financement pour venir soutenir les projets dans la phase de développement, et notamment d'aller aussi faire émerger d'autres initiatives, de soutenir d'autres projets où il n'y aurait pas de dispositifs régionaux comme il peut y avoir ici en Occitanie. Donc, il y a une forte volonté, nous, dans le cadre de notre appel à projet là, en 2018, on vous le présentera juste après, de venir bien articuler l'ensemble de ce dispositif régional avec l'ensemble des dispositifs au niveau national. Et un renforcement aussi de l'animation régionale, avec notamment le réseau Éclair en Occitanie, aujourd'hui animé par deux personnes, Alain Cadoulin et Yohan Vakandar, qui sont nos relais sur le territoire d'Occitanie. Donc, cet accompagnement de l'animation en région, elle vient sur les différentes phases de projet. Donc, aujourd'hui, quand on parle de projet citoyen, on peut le découper selon 4 phases. Donc là, vous avez les 3 premières phases de présenter, et puis la 4e phase, qui est en fait la phase de suivi et de maintenance du projet, qui est le projet en exploitation. Et donc, les 2 premières phases, qui sont les 2 premières phases les plus risquées, que vous voyez en jaune, qui sont la phase d'émergence et de développement des projets, et puis la 3e phase, qui est la phase de construction de projet, une fois que le projet, lui, a passé toutes les échelles et les caps, on va dire, d'élaboration et de suivi de tous leurs documents administratifs sur ce sujet-là. Et donc, l'ADEME et la région en Occitanie interviennent dans la phase émergence et le début de la phase de développement des projets, notamment avec le soutien à une animation régionale, et puis dans la phase de développement et construction de projets avec la prime citoyenne qu'on va vous présenter par la suite. Pour rappeler un petit peu le contexte régional, il a été donc initié, comme on le précisait au début, en 2014, initialement porté par la région Languedoc-Roussillon. On le précise ici parce que ça montrera un petit peu, quand on verra la carte, de la disparité, même si aujourd'hui on arrive à avoir un maillage sur l'ensemble de la région, de la disparité plutôt portée sur l'Occitanie-Est et des projets qui arrivent, qui voient le jour là de plus en plus en Occitanie-Ouest. Donc porté dans le cadre d'une délibération par la région Languedoc-Roussillon en 2014, et qui a permis de faire émerger un premier appel à projet sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon, avec donc 11 lauréats qui ont bénéficié d'un soutien financier. On vous expliquera ensuite le soutien qui a été mis en place. Ce soutien a été conforté avec une animation régionale, initialement portée donc par le réseau Enercop, producteur d'énergie renouvelable, Languedoc-Roussillon. Et en 2016, donc avec entre-temps la fusion des 2 régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, nous avons conforté également cette dynamique avec un 2e appel à projet
qui a permis ici de faire émerger donc 16 nouveaux projets, 16 nouveaux lauréats au niveau de cette dynamique-là. Et l'année dernière, donc en 2017, avec également l'élargissement du réseau Éclair à l'ensemble de la région Occitanie, on a pu également avoir un certain nombre de lauréats, avec aujourd'hui maintenant une trentaine de lauréats que l'on peut soutenir à travers l'appel à projet. Et puis, il est prévu donc pour juin prochain de lancer un 4e appel à projet. On vous présentera un petit peu les nouveautés de cet appel à projet qui font aussi l'écho d'un bilan des 3 derniers appels qu'on a pu lancer et un appel dédié aux collectivités qui viendra compléter ce dispositif d'accompagnement des projets d'énergie renouvelable et citoyenne. Donc, l'animation en région, il se traduit donc par 2 leviers. Un premier levier qui est donc vraiment dans la phase amont, dans la phase émergence, pour répondre notamment à une des questions là, des participants, faire émerger les projets citoyens, c'est quelque chose c'est de long terme, ça nécessite d'avoir des compétences particulières, d'organiser des sessions de formation, de faire des retours d'expérience, de les valoriser à travers des visites de sites et dans le cadre de différents événements. Donc, c'est en région le réseau Éclair qui a cette animation-là et qui le fait en partenariat avec l'énergie partagée dans un échelon beaucoup plus national. Donc, c'est une convention de financement ADEME et région avec historiquement un financement d'un poste et maintenant, dans le cadre d'une convention triannuelle, un financement de 2 postes et tout un programme d'action qui en découle. Le deuxième soutien, donc c'est le soutien à travers l'appel à projet, donc en termes de financement des projets, là directement, qui intervenait, on va dire, puisqu'il y a certains changements qui vont opérer là en 2018, selon 3 modalités. Donc, une modalité amont dans la phase émergence sur la partie aide à la décision des projets. On vous détaillera juste après ce que veut dire aide à la décision. Une deuxième partie qui est plutôt l'avance remboursable et la troisième partie qui est la prime citoyenne. Voilà. Donc, juste pour faire le lien avec l'appel à projet 2018 et le retour d'expérience des 3 premiers appels à projet. Donc, on a décidé cette année, en fait, pour le nouvel appel à projet, de supprimer cette avance remboursable. Alors, en fait, cette avance remboursable, elle consistait en fait à apporter en fait de la trésorerie aux sociétés de projet pendant la phase de développement en fait le temps que et permettre en fait le remboursement par échelonnement au cours en fait de la vente de l'énergie une fois que le projet est réalisé. Et on s'est rendu compte en fait que cette avance remboursable était très contraignante d'un point de vue administratif, en tout cas au niveau de la région et aussi au niveau des porteurs. Et donc on a décidé cette année en fait de la supprimer dans le nouvel appel à projet et en fait de permettre, pas une avance remboursable du coup qui correspond à un prêt à taux zéro, mais de donner en fait une avance tout court de 50% sur l'aide à la décision et de donner une avance jusqu'à 70% pour l'investissement, ce qui permet vraiment d'avoir des fonds pour démarrer en fait tout simplement les travaux. Donc, sur la partie aide à la décision, qui peut en bénéficier? Donc, ce sont des sociétés locales qui sont déjà créées, comme des sociétés de coopératives comme des SIC ou des sociétés en action simplifiée, des SAS ou même des SEN. Des collectivités directement, du moment qu'il y a une dynamique après de projets citoyens qu'elles en justifient. Ou alors, généralement, le plus souvent des cas, ce sont des associations qui sont préfigurées autour de collectifs de citoyens qui se sont organisés en structure associative. Pour quel type d'études ils peuvent en bénéficier? Donc, il y a 4 niveaux, on va dire, de possibilités de financement en termes d'études. C'est des études qui peuvent être liées à l'aide à la mobilisation et à la concertation, où on le voit bien, hein, pour pouvoir créer une dynamique de projet sur le territoire, il s'agit de concerter l'ensemble des populations, l'ensemble des collectivités et d'informer des modalités de ce que sera le projet pour avoir le plus de parties prenantes dans la structure qui sera créée et qui sera elle-même société de production d'énergie renouvelable. Donc, une aide également, parce que c'est des compétences qu'il n'y a pas peut-être forcément au sein des collectifs, d'appui au montage juridique et financier, une assistance globale à la maîtrise d'ouvrage du projet, et puis une aide sur la partie étude de faisabilité technico-économique, mais uniquement sur les volets non études réglementaires, que ce soit les études d'impact qui sont obligatoires, qui ne sont pas directement éligibles. Donc, le financement, c'est un cofinancement ADEME et région, qui peut aller jusqu'à 50% du montant des études, avec une assiette éligible. Donc,
de 70%, pardon, des montants des études, avec une assiette éligible de 50 000 € au maximum. Et donc, pour 2018, voilà, donc pour 2018, c'est une nouveauté qu'on apporte. C'est qu'on se rend compte, on le verra un peu plus dans le détail, le retour des premiers appels à projets, c'est qu'on est quand même sur des projets de petite puissance. Alors, c'est pas pour ça qu'ils sont pas intéressants, bien entendu. Mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir amener des projets citoyens vers des projets de grande puissance. Et donc, bon, après, sous réserve du vote de la commission qui se déroulera le 21 juin, on a proposé en fait d'avoir un montant éligible de 100 000 €, donc une assiette éligible de 100 000 €, ça veut dire jusqu'à 70 000 € d'études pour des projets de grande puissance. Et pour répondre aussi à une question qui a été soulevée tout à l'heure par un des webinaires, c'est l'idée d'organiser en fait, pouvoir organiser peut-être des impressions de plaquettes et des choses comme ça. La nouveauté, c'est que la région, cette année, met également dans cette aide aux études 2 000 €. C'est un montant forfaitaire de 2 000 € pour, en fait, au départ, pouvoir organiser justement 1 ou 2 réunions de concertation et pouvoir imprimer des plaquettes, avoir quelques frais de traiteur, etc. C'est vraiment pour pouvoir lancer en fait la dynamique. Donc ça, c'est également une nouveauté. Donc la deuxième aide, donc là, effectivement, l'avance remboursable, comme je disais, elle a été supprimée, mais en fait, on y substitue par d'autres moyens, donc une avance, comme je le disais tout à l'heure, sur les études. Donc le deuxième dispositif, c'est la prime région à la participation citoyenne. Donc les bénéficiaires, ce sont des sociétés qui ont bénéficié de l'aide aux études ou qui en découlent, c'est-à-dire par exemple une association ensuite qui s'est transformée en SIC ou en SAS. Voilà, donc sous quelles conditions? Donc il faut évidemment que le projet n'ait pas été réalisé au moment de la demande de subvention. Il faut apporter la preuve des fonds citoyens, donc via les bulletins de souscription, par exemple. On a fixé un minimum de 20 citoyens, personnes physiques, également l'éligibilité du dossier. Il faut fournir les devis du matériel, donc c'est là où il faut avoir effectivement fait des études technico-économiques auparavant. Il faut également fournir le modèle économique de l'opération, c'est-à-dire en fait comment le projet va en fait être construit et ensuite comment en fait à quel horizon il va en fait être rentabilisé. Il faut prouver également la maîtrise foncière et donc les montants de financement, donc le principe de 1 € région, 1 € citoyen. En fait, il s'agit de pouvoir en fait faire un levier d'action, levier d'investissement, donc avec un 50% maximum du coût des investissements et 500 € maximum par citoyen, personne physique. Et jusqu'à en fait 100 000 € d'aide qui sont fractionnables sur plusieurs projets. Donc, c'est-à-dire si un projet, en fait, un projet de gros parc au sol, un projet par exemple de 250 kilowatts, euh, euh, qui a par exemple coûte 300 000 €, donc, et qu'il y a 150 000 € de fonds citoyens collectés, on ne pourra pas aller au-delà au niveau de la région de 100 000 €. L'idée, c'est faire effet levier. Ça peut aussi être plusieurs projets, par exemple des petites toitures photovoltaïques qui s'additionnent et on peut aller jusqu'à 100 000 € d'aide. Donc voilà, et la nouveauté, hop, je reviens juste, excusez-moi, sur la slide d'avant, on ne l'a pas mis là, mais la nouveauté effectivement 2018, c'est qu'on peut aller jusqu'à 70% d'avance sur l'investissement. Là, c'est pour faire un premier bilan de ces 3 appels à projets, donc 2014, 2016 et 2017. Donc vous voyez en jaune, c'est le montant des études. Donc l'appel à projet 2014, d'aide aux études, voilà. Pour 2014, donc l'appel à projet, on arrive sur la fin là, des investissements. Donc on voit en fait que l'aide aux études en fait a permis de faire un effet levier en fait sur les investissements. Sur 2016, aujourd'hui, on voit qu'on a à peu près 400 000 € d'aide aux études qui ont été votées, mais le montant des investissements, il sera bien évidemment supérieur puisque aujourd'hui les projets, il y en a certains qui ont été réalisés, mais il y en a encore beaucoup qui sont encore en phase d'études et qui vont être réalisés déjà dès cette année, mais ensuite les années qui viennent. Donc aujourd'hui, le budget global qui a été attribué, c'est 1,65 million d'aides totales sur 3 ans. Et sur les primes citoyennes, donc c'est 600 000 € d'études qui ont été de primes, pardon, qui ont été votées. Et pour 2,1 millions d'investissements. Donc on voit en fait que 600 000 € d'aide publique région ont permis en fait de faire un effet levier fois 3,5. Donc c'est quand même assez considérable et on voit là tout l'effet positif de l'appel à projet.
Alors donc, il y a donc ça a permis, comme on l'a dit là, de réaliser de nombreux projets sur la région. Il y en a qui sont en cours de développement, d'autres qui vont et qui sont en train d'être réalisés, mais il y a besoin de renforcer cette dynamique. Aujourd'hui, là, c'est juste, sans rentrer dans le détail, on voit une cartographie des projets qui ont été heu, réalisés sur la région ou qui sont en cours de développement. On voit quand même qu'on a plus de projets qui sont sur le côté ex-Languedoc-Roussillon, donc Est-Occitanie, parce qu'il y avait cette dynamique de l'appel à projet de 2014 côté Est-Occitanie, mais on voit que maintenant, ça essaime en fait aussi sur l'ensemble de la région depuis l'ouverture de l'appel à projet sur l'ouest de l'Occitanie. Donc voilà. Et puis, pour compléter, du coup, Ouais. on voit donc il y a les projets qui sont soumis dans le cadre de l'appel à projet, et c'est aussi une dynamique qui permet d'essaimer d'autres projets qui aujourd'hui ne font pas forcément appel au dispositif financier, et avec une vraie dynamique de projets citoyens à l'échelle Occitanie. Donc, en termes de bilan, alors c'est pas forcément un bilan exhaustif, hein, mais c'est pour vous donner un petit peu la dynamique. Et on trouve intéressant aussi de vous faire partager ça, puisque par rapport aux régions ou aux acteurs qui réfléchissent à mettre en place des dispositifs, c'était vous faire un petit retour d'expérience aussi du premier bilan qu'on tire après 4 années de coopération et 3 appels à projets. Donc, en région Occitanie, bon, c'est pas une exception, je pense, par rapport à d'autres régions, quoique la filière la plus mature, on voit bien qu'on est quand même la plupart des projets citoyens aujourd'hui. On est sur 3/4 des projets qui sont des projets solaires, projets photovoltaïques, avec les 2/3 qui sont des projets sur du PV en toiture. Pourquoi ? Parce que c'est aujourd'hui une filière qui est assez mature, qui bénéficie d'un tarif d'achat et avec un modèle économique qui est facile à dupliquer aujourd'hui. Ce qui fait qu'en termes de projets, notamment éoliens, chaleur renouvelable ou même tout ce qui est microhydraulique, c'est des filières qui ont plus de mal à sortir aujourd'hui en termes de projets citoyens, malgré le fait que si on additionne à les 2 parcs, notamment de projets citoyens éoliens que l'on a en cours, là, qui sont en cours de développement, on aurait un effet levier, multiplication par 10 par rapport aujourd'hui à la puissance installée qu'on aurait. Après, il se trouve que l'éolien, qu'il soit citoyen ou pas, même si, comme le disait Justine, je pense que les projets citoyens bénéficient d'une meilleure acceptabilité des acteurs locaux. Aujourd'hui, cette filière-là a un développement qui est plus difficile au regard des contraintes à la fois administratives et paysagères qu'il peut y avoir. En termes de projet d'exploitation, donc on est sur une puissance, alors on va peut-être vous faire peur au niveau des chiffres, parce que par rapport à l'engagement, on est sur des chiffres, et par rapport à Région Énergie Positive, on est sur des chiffres qui sont certainement bas, mais il n'y a pas forcément ici dans l'addition l'ensemble des projets qui ont pu voir le jour, et notamment on a uniquement les projets lauréats de l'appel à projet. Donc là, on est à 1,1 MW d'installés. Si on additionne l'ensemble de la dynamique citoyenne, on tourne autour de 20 MW aujourd'hui de puissance installée, avec une production qui va jusqu'à 1,3 MWh. Aujourd'hui, on peut comptabiliser plus de 1 million d'euros collectés auprès des acteurs citoyens et publics, avec plus de 2000 citoyens impliqués à l'échelle de la région Occitanie, et 19 collectivités qui vont être impliquées. Alors, impliquées ne veut pas dire impliquées dans la phase construction du projet, mais également impliqués une fois la structure créée, et qui sont du coup actionnaires ou qui sont actionnaires de la société de projet. Donc, pour répondre aussi à la question des types de structures, c'était un panorama très rapide avec quelques exemples que vous pouvez voir. C'était pour vous montrer un petit peu la dynamique qu'il peut y avoir. Ce qu'on constate, trois choses qu'on voulait vous faire partager. C'est d'une part l'engagement des collectivités, qui est de plus en plus présente dans le cadre de montage de projets citoyens, donc qui est une dynamique que l'on soutient et que l'on encourage également en Occitanie, parce qu'on voit dans le cadre de l'appel à projet, il y avait plus de la majorité, c'était des collectivités qui étaient à la manœuvre pour monter des projets. Historiquement, donc, ce sont plutôt des structures associatives, comme on le disait, qui montent des projets et qui derrière se transforment en structures coopératives, ou alors des structures qui sont déjà créées en amont, qui ont déjà une dynamique, qui sont relauréates de l'appel à projet énergie coopérative et citoyenne. Quelques exemples pour parler un peu de concret. Alors, j'ai repris notamment parce qu'aujourd'hui, là, on voit il faut savoir que mesurer des retours des appels à projets, c'est des temps longs, puisqu'on le voit, la dynamique, elle a été initiée en 2014.
Aujourd'hui, et notamment depuis fin d'année dernière, on peut arriver à comptabiliser dans un certain nombre de projets et de chiffres parce que les premiers projets sortent et sont en exploitation. Et notamment, la énergie partagée l'a relayé ainsi que le réseau Éclair en Occitanie. Le mois de juin est très propice à de nombreuses inaugurations dans la région. Comme la prochaine, là, le 11 juin, j'en profite pour faire un peu de la publicité pour nos lauréats aussi en Occitanie, avec le groupement, l'association ICA, Énergie Citoyenne, qui travaille avec le SICOVAL. SICOVAL, qui est une collectivité sur la Haute-Garonne et qui vise à travailler sur le développement de projets en toiture, des grappes photovoltaïques, comme on appelle, avec 12 toitures, avec un objectif de 12 toitures installées d'ici 4 ans. D'autres projets qui peuvent être portés directement par des communes, comme la commune de Lux-sur-Rhôde, avec l'appui de l'association de Trois Soleils, avec là un parc au sol qui vise du coup à consommer quasiment donc la consommation énergétique de la collectivité, avec un parc de 250 kW crête et qui sera d'ailleurs inauguré lui également la semaine prochaine. Et puis d'autres projets qui sont beaucoup plus, alors c'est pas du tout exhaustif, mais c'était plus pour vous citer un petit peu par rapport à différentes filières et à différents acteurs qui peuvent prendre part à ce type de projet-là, des projets un peu divers et variés qu'on a sur le territoire d'Occitanie, comme le projet de Pras des Moyaux qui est porté par une SEM, une société d'économie mixte, qui lui, avec on va dire une analyse contrainte de son territoire, a développé un mix énergétique ou avait développé une dynamique à l'échelle de son territoire pour répondre en fait, à un besoin diversifié en termes de production d'énergie renouvelable, avec des projets à la fois de méthanisation, d'hydroélectricité et de solaire, ainsi que de biomasse également. Du coup, cette dynamique, elle a été également renforcée à travers REPOS. Oui. Justine, est-ce qu'on, parce que là on allait en fait conclure et en fait ouvrir sur la suite de Région Énergie Positive et de la dynamique citoyenne. Est-ce qu'on prend des questions sur l'appel à projet ou est-ce qu'on prend toutes les questions à la fin? Voilà, on a quelques questions. Je pense qu'on peut faire effectivement une petite pause dans votre intervention, même s'il vous reste 2-3 slides. Alors, une question qui concerne l'ADEME en particulier, donc je la lis. En parallèle des démarches de collectifs citoyens, y a-t-il des échanges internes à l'ADEME pour inciter les régions, également de l'intérieur, à mettre en place des démarches similaires à celles très positives de l'Occitanie? Ainsi, les autres régions qui ne sont pas aussi actives que l'Occitanie, Rhône-Alpes ou la Bretagne pourraient s'en inspirer. Alors, je ne sais pas qui pose la question, de quelle région elle pose sa question. Non, je ne sais pas non plus. Ah, d'accord. Donc, Lilian Carpen, qui me semble-t-il est connecté, en fait, en tout cas, il était inscrit au webinaire, pourra compléter du moins par écrit. Mais oui, en effet, il y a une animation des référents, on va dire, en charge de l'animation de tout ce qui est énergie coopérative et citoyenne au sein de l'ADEME, donc animé par Lilian Carpen au niveau du service énergie renouvelable, qui a repris l'animation là depuis le début d'année. Il y avait d'ailleurs une réunion de réseau que l'on fait là cette semaine. Donc, et l'idée étant que chacun ou chacune des régions qui n'ont pas forcément une dynamique sur ce sujet puisse expliquer également et travailler sur leur retour d'expérience avec les autres régions. Une question, alors plus une précision. Donc, vous avez présenté la prime 1 euro citoyen, 1 euro région, qui est en subvention. Tout à fait. Qui veut dire que la région ne prend pas de part sociale? Non. Et via juste peut-être la prochaine SEM que vous avez créée avec la CDC? Oui, ça pourrait être effectivement via la SEM qui aura pour but effectivement de faire du co-développement et de l'investissement, mais peut-être dans des projets aussi, dans des projets matures, mais qui aujourd'hui, qui sont matures d'un point de vue technique, comme les projets éoliens, mais qui auront besoin en fait aussi de l'association des citoyens pour émerger. Très bien. Alors, une autre question très précise. Donc, c'est un groupe de citoyens qui est dans l'Est Aveyron, donc en Occitanie, dont il y a 7 maires parmi ces groupes de citoyens. Nous ne sommes ni sur une seule et même communauté de communes, ni sur un même SCOT, ni sur un même PNR, mais celle de la région donc, qui est commune. Quelle est la démarche pour bénéficier d'une amorce d'accompagnement à la structuration de l'association locale et auprès de qui?
En tant qu'association départementale, nous disposons de ressources afin d'apporter une certaine culture énergétique aux citoyens. On vous encourage de prendre contact avec, si ce n'est pas déjà fait, avec notamment les collègues de l'animation régionale auprès d'Éclair, donc Johan Van Kandar et Alain Cadoulin, qui coordonnent tous deux le réseau d'animation. Et puis, on est également là, que ce soit Solène ou moi, pour répondre aux questions en amont, sachant qu'on ne l'a peut-être pas dit, on le dira à la fin, mais il y aura 2 journées d'information. Alors là, on parle plutôt pour nos concitoyens Occitanie, mais 2 journées d'information sur les différents appels à projets énergie renouvelable. Alors celui-ci, puis un autre qu'on vous présentera en conclusion. Donc le 29 juin ici à Montpellier et le 5 juillet à Toulouse, où l'on pourra prendre le temps, du coup, plus en détail, de présenter les différents dispositifs pour l'appel à projet 2018. On pourra peut-être envoyer cette information quand on enverra à tous les participants les supports dans ces cas-là. Pas de souci. Et je propose également de vous faire passer le contact de ma collègue aussi, Bénédicte Riet, Oui. qui est, puisqu'on est 2 en fait au niveau de la région Occitanie à suivre ces appels à projets. Donc Bénédicte Riet qui est basée à Toulouse et qui suit plus particulièrement les porteurs de projets sur l'Ouest Occitanie. Mais bon, on va peut-être pas s'étendre là-dessus parce que ça concerne vraiment la région Occitanie, quoi. Après, voilà. Très bien. Et il y a une question qui nous vient de Facebook que je partage avec vous. Quels sont les freins à l'acceptabilité sociale de l'éolien? C'est une question très généraliste, mais en Occitanie, quel est votre retour par rapport à ça? Je pense que c'est vrai qu'en Occitanie, on a vu, les citoyens ont vu le jour de nombreux parcs éoliens, notamment dans le département de l'Aude. Aujourd'hui, sans forcément une concertation en amont, sans forcément des citoyens impliqués, même si aujourd'hui on a une dynamique et des projets qui émergent. Et donc il y a tout l'enjeu, et notamment ça fait l'objet de la loi de la transition énergétique, que les collectivités, en tant que chefs d'orchestre de la transition énergétique, prennent conscience de mieux informer, de mieux impliquer et de mieux planifier, notamment à travers l'élaboration des plans climat et énergie territoriaux. Alors ça fait le lien avec le webinaire précédent que vous avez pu organiser. Et donc de mieux cibler des zones pour favoriser, alors on ne dit pas pour interdire, mais pour favoriser le développement de ces projets-là. Et notamment au regard des contraintes technologiques, mais également impact paysager, de la biodiversité, et donc de travailler avec l'ensemble des acteurs sur ce sujet-là. Voilà. Ça fait vraiment l'objet effectivement d'un nouvel appel à projet. Nous, pour pouvoir accompagner, alors ce n'est pas forcément que les projets éoliens, mais c'est des projets, on va dire, plutôt de grande taille, donc évidemment dont l'éolien. On est en train de mettre en place un dispositif à destination des collectivités pour en fait les outiller et leur permettre en fait de mener des études et des concertations pour essayer en tout cas de lever les freins qu'on peut avoir au développement des projets éoliens. Très bien, merci. Alors, on va faire une petite pause sondage où je vais donc… avant de continuer votre présentation. Ouais. J'arrête du coup de diffuser. Non, pas besoin. Vous pouvez rester comme ça. Alors, allez, j'ouvre le sondage. À vous, en tant que participant. Vous avez la question. Pensez-vous que les actions de la région Occitanie sont duplicables? Alors là, c'est un vote à 100%. 100% des participants, donc 33 sur 43 qui ont répondu, donc 100% des participants ont dit que c'était duplicable, donc ça fait plaisir. Alors, avant de vous repasser la parole, en fait, on a une question sur le solaire thermique. Est-ce qu'il y a des actions envisagées pour développer le solaire thermique? Et les autres ENR thermiques, c'est vrai qu'on a eu une remarque tout à l'heure que je n'ai pas partagée, mais on parle, dans les ENR citoyennes, on parle beaucoup d'ENR électriques. On a au sein du réseau national des projets de méthanisation en cogénération, du biogaz qui commence à arriver, mais ça reste quand même très marginal. On a accompagné aussi des projets de bois énergie, mais effectivement, dans le portefeuille des projets d'énergie renouvelable, on reste quand même sur des ENR électriques. Je vous laisse la parole. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 choses. Je pense qu'il y a la filière ENR thermique où il y a, qu'elle soit citoyenne ou pas, il y a
même si la technologie est avérée, je pense qu'il reste à une promotion de la filière thermique avant tout. Donc, il y a des travaux à la fois au niveau régional et nationaux pour mieux diffuser, mieux accompagner cette filière-là, qui est quand même en souffrance avec des retours des fois d'expérience négatifs. Et dans le cadre de l'appel à projet en 2018, on a également souligné cette volonté-là d'aller vers plus des projets, pas uniquement ENR électrique, mais également ENR thermique, et notamment en bonifiant l'aide qu'il peut y avoir à ces projets-là. Je ne sais pas si tu veux compléter. Ouais, non, voilà, on a effectivement spécifié que ce serait intéressant en fait de ne plus être uniquement sur des VNR électriques. Donc voilà, on a spécifié cette aide qui sur la biomasse, mais également même la géothermie, puisqu'on a un potentiel géothermie aussi en région, récupération de chaleur et production de gaz renouvelable par méthanisation. On a du potentiel en région et on aimerait effectivement pousser vers ça. Mais aujourd'hui, le constat, il est que nous n'avons pas eu forcément de candidature non plus sur ces filières-là. Très bien, merci. Je vous laisse continuer la dernière partie. Ouais. Alors, sur la dernière partie, donc c'était pour ouvrir un petit peu la discussion, c'est que donc actuellement, nous sommes en train de mener des travaux complémentaires pour mobiliser en fait les citoyens autour de régions à énergie positive. Et alors, ce sont des travaux vraiment en cours, hein, donc tout ce que je vous lis là c'est en cours et il n'y a pas de conclusion, hein. Donc, on a mis en place un groupe de travail sur la construction d'indicateurs citoyens. Donc, l'objectif, c'est de mieux mesurer et renforcer l'implication des citoyens dans la transition énergétique. On ne parle pas forcément que là de projets d'énergie renouvelable coopérative citoyenne, hein, on parle de mobilité, etc. On est en train d'essayer de travailler là-dessus. Et l'objectif, c'est également de mieux quantifier l'impact de la stratégie, la trajectoire région énergie positive sur les citoyens. Donc, se pose dès lors la question donc, sur les énergies citoyennes, notamment de quels seraient ou les bons indicateurs. Donc, pour revenir en fait sur la préconisation de énergie partagée, donc Justine, des 15% de production d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 aux mains des citoyens, des collectivités ou des entreprises locales. Donc là, effectivement, est-ce que la puissance installée, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on est à peine 1 gigawattheure de production aux mains des citoyens et des collectivités, enfin, 1 gigawattheure, c'est issu de l'appel à projet. Enfin, même si on prend l'ensemble, on est à une production qui est quand même assez faible. Est-ce qu'il faut qu'on prenne le nombre de citoyens impliqués? Parce que petit projet ne veut pas dire petite dynamique, ça veut dire ça peut être aussi une dynamique forte localement, beaucoup de citoyens impliqués. Donc c'est quand même assez important, même si ce n'est pas forcément des projets de grosse puissance. Est-ce qu'on prend en compte le montant investi par les citoyens? Est-ce qu'un citoyen qui met 100 euros, est-ce qu'il n'est pas aussi important finalement qu'un citoyen qui met 10 000 euros? Donc, il y a ces questions-là. Est-ce qu'on prend en compte aussi, parce qu'on peut voir, est-ce que c'est de l'épargne locale ou est-ce que c'est, là, on est plus sur du financement peut-être participatif, un fonds de collecte qui collecte au niveau national et qui permet de financer au niveau local? Est-ce qu'on prend en compte aussi comme indicateur les retombées économiques sur les territoires? On a dit tout à l'heure que Région Énergie Positive, le but, c'est effectivement d'avoir des retombées économiques sur les territoires. Et après, on se pose aussi la question, tout ça, c'est des questions qu'on se pose au niveau de notre groupe de travail, c'est comment mesurer le lien social et le bien-être que peuvent, que peuvent procurer ces projets d'énergie renouvelable en mettant du lien entre les citoyens à l'échelle d'un territoire. Donc ça, c'est des questions ouvertes. Je ne sais pas si tu veux compléter, Christelle, là-dessus. Juste pour faire le lien avec notamment les préconisations du collectif citoyen. Donc, il y a bien une réflexion à l'échelle de la région Occitanie qui se base sur une évaluation, alors une première évaluation qui sera certainement confortée de façon plus précise une fois qu'on aura un certain nombre de projets là qui seront développés, de vraiment impliquer ou d'avoir un chiffre dans la stratégie Région Énergie Positive et donc qui est le volet énergie du SRADET et donc de fait dans le SRADET, et donc de bien mesurer l'implication des citoyens, parce qu'on se rend bien compte, et c'est notamment la loi de la transition énergétique le rappelle, que la transition énergétique ne se fera pas uniquement parce qu'il y a une politique ambitieuse ou parce qu'il y a des outils, des moyens, mais qu'il faut qu'il y ait l'ensemble des acteurs autour de table. Donc, c'est comment on mesure, comme le préconise le collectif, là, ces citoyens-là. Et la question se pose de est-ce que c'est un chiffre, est-ce que c'est plusieurs chiffres, est-ce que c'est 15%? Donc, voilà. Donc, il y a tout un travail aussi de réflexion et on serait intéressé certainement par affiner ce chiffre dans le cadre des mesures qu'on est en train de mener pour voir comment mesurer et que ça soit bien pris en compte dans le cadre du nouveau SRADET qui sera normalement élaboré ou finalisé l'année prochaine, mi-2019. C'est ça. Si
tout va bien. Si tout va bien. Du coup, on conclut. Soit on conclut, Justine, soit est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur cet indicateur? Après, on voulait conclure par voilà, les axes clés, enfin les éléments clés. Concluez. Allez-y. D'accord. Je ne peux plus passer. On ne peut plus passer la slide. Ça y est. C'est bon. Donc, pour conclure, hein, sur ce sujet de comment les énergies citoyennes s'intègrent dans les politiques en Occitanie, donc, c'est un renforcement de la trajectoire région énergie positive, un renforcement et donc on voit autour de travail, on est en train de peaufiner, d'affiner cette stratégie, de voir comment on va la mettre en œuvre et la décliner dans le SRADET, donc avec ces travaux complémentaires sur les indicateurs citoyens, pour développer et mieux intégrer les projets citoyens dans l'ensemble des projets d'énergie renouvelable en Occitanie. Donc, l'appel à projet, on voit que c'est un outil quand même fort et on voit que les résultats sont là pour dynamiser la politique de développement des projets citoyens sur le territoire. On voit que l'effet levier entre le financement public, que ce soit sur l'aide aux études ADEME Région ou sur l'investissement, on l'a vu tout à l'heure, il est quand même assez important, donc ça nous conforte là-dedans. Et ça favorise également l'essaimage d'autres projets, soit autour du même territoire ou sur l'ensemble du territoire de l'Occitanie. Et puis, donc le troisième volet qu'on soutient et qui nous paraît assez important, c'est d'avoir vraiment une animation locale et régionale qui va, donc qui est soutenue, nous, en Occitanie, par le réseau Éclair à l'échelle de la grande région et qui vient du coup faire émerger, animer l'ensemble de ces projets avec de différents outils de formation, retour d'expérience et autres. Et puis, je pense que ce qui a permis, on va dire, avant même tout le volet là, qui se met en place au niveau national des nouveaux schémas de planification, c'est vrai que tout ça vient alimenter du coup une collaboration historique entre… alors initialement, c'était vrai que c'était la région qui avait porté ça et l'ADEME qui s'y était associée parce que ce n'était pas forcément aussi une priorité au niveau national, mais qui aujourd'hui est fortement renforcée et fortement soutenue sur l'ensemble des directions régionales, d'accompagner donc les porteurs de projets et également les collectivités qui doivent le décliner aujourd'hui dans le cadre d'élaboration de leur plan climat. Donc nous, au niveau régional, il y a toute une animation qui se met en place avec l'animation des réseaux des collectivités pour la transition énergétique. On a 74 obligés là, qui, à la fin de 2018, doivent réaliser ou finaliser leur plan climat. Et puis, avec un nouvel dispositif justement pour les collectivités, c'est les aider à mieux prendre en compte ou à mieux apprécier le développement des énergies renouvelables avec un appel à projet spécifique collectivité qui sera lancé en même temps que cet appel à projet là, ce quatrième appel à projet énergie coopérative et citoyenne, pour leur redonner la main et mieux travailler soit en co-développement, soit en projet citoyen, soit en études amont de planification du développement des projets ENR pour conforter et répondre du coup à l'enjeu de la région énergie positive. Donc, dans les perspectives, on l'a vu, pour nous, il faut évidemment favoriser le partenariat entre les collectivités et les citoyens, car les projets citoyens sont vraiment un levier pour la mise en œuvre de la transition énergétique sur le territoire. Donc, ça passe par effectivement l'ensemble de ces appels à projets nouveaux qu'on est en train qui vont bientôt sortir. Ça passe par le réseau des plans climat. Il faut également trouver un modèle économique qui soit adapté à ces projets pour mieux les généraliser, en articulant l'ensemble des outils financiers. On a parlé de un tout petit peu, mais de Énercité, nous, l'Agence régionale de l'énergie et du climat, et donc pour permettre le développement de projets de plus grande taille qu'aujourd'hui, même si la dynamique des petits projets est évidemment essentielle, car petit projet veut dire quand même beaucoup de citoyens. Et donc, dans le même sens, il faut réussir à favoriser donc, la complémentarité des différents outils, soit les outils de financement, d'accompagnement et les différents acteurs pour bien accélérer la transition sur le territoire. Et donc, ça, à un échelon à la fois régional, de l'écosystème régional, mais également au niveau national. Et du coup, peut-être mieux, ça c'est aussi un travail qu'on se dit, c'est mieux valoriser l'ensemble des outils de financement pour que les porteurs de projets y voient clair sur les différents leviers auxquels ils peuvent avoir droit. Et mieux valoriser, je pense, l'impact positif, c'est ce qu'on disait un petit peu notamment au regard des projets éoliens, et l'intégration paysagère du développement des projets ENR pour en faciliter leur développement. Alors c'est vrai que ça, même si la filière photovoltaïque est moins
concernés par ces problèmes-là. Je pense qu'il y a tout un travail. Alors, c'est pas uniquement sur les projets citoyens, mais c'est, je veux dire, pas oublier que même si un projet est citoyen, qu'il faut aussi qu'il soit également, comment dire, au regard en fait, des contraintes paysagères et de l'intégration de l'environnement, qu'il soit bien conforme. Et donc, c'est aussi bien le valoriser en amont sur ce volet-là. Merci beaucoup. Et pour conclure, quand même, ça rejoint un point, Justine, que tu évoquais tout à l'heure, l'importance en fait de communiquer autour de ces porteurs de projets d'énergie renouvelable, de les valoriser. Alors, il se trouve que nous, au niveau de la région, en général, quand il y a des inaugurations de projets ou des premières pierres de projets, l'ADEME, d'une part, et la région, d'autre part, via nos élus, sont présents et pour les soutenir. Et là aussi, pour faire effet d'annonce, tous les ans, en fait, quand l'appel à projet est lancé. En fait, l'annonce des lauréats se fait lors du forum des énergies renouvelables, donc Energaia. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un forum donc sur les énergies renouvelables, un salon professionnel, mais qui est également accompagné d'un cycle de conférences. Donc cette année, il se tiendra le 11 et 12 décembre 2018, et le 11 décembre après-midi, donc se tiendront les assises régionales de l'énergie, qui permettront de faire encore un nouveau point d'étape sur cette stratégie région énergie positive qu'on a évoquée aujourd'hui. Et à la fin en fait, des assises, on communique, en fait, on annonce les lauréats, on les fait venir sur scène et ça leur donne vraiment une visibilité, puisque en général, Energaia fait l'objet de plus de 5000 visiteurs, donc ça fait aussi l'objet d'une communication assez importante et c'est en général un gros vecteur de publicité, si on peut dire, pour ces porteurs de projets citoyens. En fait, il vous invite à venir à Montpellier, c'est ça? Voilà, donc je vous invite à venir à Montpellier dans 6 mois. Voilà. Merci beaucoup et merci pour votre binôme, c'était vraiment parfait. Alors, on a une question qui vous concerne directement. Il semble que les entreprises locales s'impliquent peu dans les projets citoyens. Est-ce que vous avez le même constat dans votre région? Alors, j'ai pas compris. Il semble que les entreprises locales s'impliquent peu dans les projets citoyens. Est-ce que c'est la même chose en Occitanie? C'est une personne de quelle région, pardon, qui pose cette question? Du Grand Est, Champagne-Ardenne. D'accord. Bah, si je prends en tout cas les derniers projets que j'ai en tête sur notamment les primes citoyennes, il y a des entreprises locales qui s'investissent progressivement dans les projets d'énergie renouvelable coopérative et citoyenne. C'est sans doute une dynamique à renforcer, mais aujourd'hui, on le voit par exemple, le parc. Alors, c'est peut-être plus du financement participatif, mais sur le projet de parc éolienne en mer, on a une levée de fonds de 400 000 euros de fonds citoyens. Bon, c'est du participatif, c'est pas forcément de la participation à la gouvernance, mais c'est des entreprises qui comptent sur les fonds citoyens aussi pour développer des projets. Alors, c'est peut-être pas dans le même sens, mais parce que la question, c'est là, savoir aujourd'hui, c'est ça, est-ce que, par exemple, dans nos lauréats, est-ce qu'il y a des parts, en fait, de sociétés locales? Si c'est ça la question, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. il y en a, mais effectivement, il pourrait y en avoir plus. L'idée, c'est pas effectivement que peut-être qu'il vaut mieux. Et après, pour compléter, oui, c'est les lauréats aussi sont avec une volonté d'être encore plus vertueux, favorisent le développement d'acteurs locaux, notamment dans le cahier des charges, en demandant ou en prescrivant qu'il y ait des acteurs locaux qui sont mobilisés pour la construction des parcs, la pose des panneaux. Donc voilà, donc c'est aussi à charge aux sociétés locales de pouvoir mieux valoriser l'implication des acteurs locaux. Ouais, c'est pas effectivement que l'ADEME. Disons, on compte aussi sur les territoires pour impulser cette dynamique-là. Très bien, merci. Une question complémentaire dans les SRADET. Est-ce que les économies d'énergie et l'amélioration énergétique des bâtiments sont des objectifs de votre SRADET? Bien sûr, puisque dans le scénario région énergie positive, on a quand même une division par deux, il me semble, des consommations d'énergie, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, dans le SRADET, il y a évidemment la déclinaison au niveau du bâtiment. Aujourd'hui, on a un appel à projet, on n'en a pas parlé, c'est un appel à projet qui s'appelle NOWAT. Donc, c'est un appel à projet qui est porté pour le coup par la région et qui vise à soutenir l'aide aux études et à l'investissement dans des rénovations énergétiques du bâtiment
et dans des constructions durables pour des bâtiments neufs. Donc, on a évidemment cet enjeu-là qui sera décliné dans le SRANET. Donc, et on a aussi, pour compléter, ça permet aussi de faire le lien, c'est que c'est aussi une nouveauté qu'on a apportée dans l'appel à projet énergie coopérative et citoyenne 2018, c'est qu'on a aussi, dans les critères en fait, de sélection des candidatures, on va aussi valoriser une association ou une société qui aurait pour objectif sur son territoire, ça peut être notamment pour une collectivité, non pas d'être seulement sur la partie production de NR, mais aussi sur la maîtrise des consos. Donc, sans qu'on vienne financer cette part-là, nous, dans cet appel à projet, mais l'approche maîtrise des consos, l'approche globale, soit aussi valorisée. D'accord, c'est très intéressant. À Énergie Partagée, on recrute quelqu'un qui va donc partager son temps entre l'accompagnement dans les ENR et mettre en place le programme maîtrise de la consommation d'énergie pour voir en fait comment les coopératives de production, par leur activité de production d'énergie, peuvent financer des actions autour de la maîtrise de la consommation d'énergie, de la réduction de la consommation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si l'objectif, c'est d'abord de maîtriser ses consommations et de les réduire, et après de produire mieux, aujourd'hui, on se rend compte que ce schéma de financement, c'est quand même compliqué à mettre en place pour des sociétés locales. Donc, c'est plutôt l'inverse qui se passe, mais bon, c'est d'autant bien à valoriser. C'est plutôt donc, les effets ou les bénéfices d'une production d'énergie renouvelable qui sont elles-mêmes réinvestis du coup dans une réduction des consommations énergétiques, dans l'accompagnement des citoyens, de la formation, de la réduction de l'habitat, de la rénovation, etc., etc. Et je reviens juste sur le chiffre que je disais, c'est pas tout à fait divisé par deux. C'est divisé par 2 par habitant, je disais les consommations, parce que là-dedans, évidemment, résidentiel, plus 1,2 million d'habitants, ça inclut ça dedans, ce schéma qu'on voit à l'écran. Là. Très bien. On a une question sur le solaire photovoltaïque. Dans exactement 1 an aura lieu le dernier appel à projet de la CRE pour les centrales PV supérieures à 100 kW crête. Quelle est votre visibilité sur cette filière et les projets citoyens photovoltaïques ? On réfléchit effectivement à cette question parce que ça pourra avoir un impact sur ces projets-là. Mais aujourd'hui, disons que la région, moi je parle au nom de la région Occitanie, par rapport au tarif d'achat, pourrait que subir effectivement ces conjonctures au niveau national. Après, de la manière dont laquelle on va y répondre, on aura effectivement à y réfléchir. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on a une réponse formelle sur ce point-là. Ok. Alors, il y avait une question, je reviens un peu dans le passé, sur a-t-on mesuré, sondé le pourcentage de nos concitoyens qui seraient volontaires à participer à de tels projets à court terme ? Alors, chez Énergie Partagée, on n'a pas fait ce travail-là, mais il y a la Fondation Emmerich Ball et la Fondation, comment elle s'appelle déjà ? Je l'ai là. Et la Fabrique écologique, pardon. Oui. Qui ont réalisé une étude fin d'année 2017 sur le rapport des Français à l'énergie. Et donc, c'est un sondage sur un échantillon de un peu plus d'1 millier de personnes. Et à la question est-ce que vous seriez prêt à investir dans les énergies renouvelables, 44% des Français disent être prêts et trouvent que c'est un investissement d'avenir et prioritaire pour eux. Donc, je vous mets l'étude en ligne qui est ici. De votre côté, en Occitanie, est-ce que vous avez ce type de chiffres ou... Alors, on n'a pas eu de sondage à proprement parler, mais il se trouve que dans la phase là, de mobilisation des acteurs et de concertation sur la stratégie régionale énergie positive, on est en train d'analyser, donc là, je ne peux pas vous donner les chiffres maintenant, mais on va les présenter le 25 juin. On a eu des questionnaires en ligne, en fait, dont une des questions était seriez-vous prêt à participer à une société de production d'énergie renouvelable coopérative et citoyenne ? Donc, on est en train de les analyser, mais on va avoir... Alors, c'est pas un sondage, mais ça peut donner des tendances là-dessus. Mais là, j'ai pas le chiffre devant moi. Et on a également organisé en fait des ateliers territoriaux dans lesquels il y avait des citoyens. Alors, ça peut aussi être des citoyens impliqués, donc, mais on peut aussi voir dans l'analyse de ces ateliers. Donc, on est en train de finaliser
résultats, voir un petit peu l'appétence des acteurs à développer les projets d'énergie renouvelable coopératives et citoyennes. La tendance globale est plutôt favorable. Après, le grand public, on va dire le particulier, bon, c'est assez difficile à mesurer. Merci. Alors, ça m'a fait penser à quelque chose. J'essaye de vous le retrouver, mais je peux pas. Ouais, je vous l'enverrai par mail. Il y a le réseau en Pays de la Loire, le réseau d'énergie renouvelable citoyenne en Pays de la Loire, qui a mené une enquête auprès des investisseurs citoyens dans les énergies renouvelables. Donc, c'est un peu différent de votre question, mais c'est intéressant de voir. En fait, ils ont mené une enquête auprès de ces investisseurs pour voir quelles sont leurs motivations, quels sont les profils des investisseurs citoyens. Et c'est intéressant. Et donc, bon, les conclusions, c'est de dire que on est plutôt vers un profil de 40 ans et plus. Donc ceux qui sont déjà, qui ont déjà réalisé certains projets dans leur vie, et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en termes de motivation. Ce qui revient, c'est la proximité, en fait. Le fait de pouvoir investir à côté de chez soi dans les énergies renouvelables, mais c'est surtout ce lien de proximité qui est favorable pour ce type d'investissement. Je vous enverrai le lien de cette étude en plus des supports et vraiment du webinaire. Voilà, et donc il est 13h59. Je vous propose de terminer avec la dernière question. Est-ce que vous envisagez des projets en autoconsommation? Des projets citoyens d'autoconsommation, c'est ça? Oui. Oui, bien évidemment, l'appel à projet n'est pas du tout fermé à ça, au contraire. Après, c'est le modèle économique qui reste à trouver. Donc, pour de l'habitat qui peut être couplé aussi à tout un volet habitat participatif. Et du coup, pourquoi pas avoir des projets citoyens également là-dessus. Très bien. Et juste pour terminer, est-ce que je peux, du coup, pour ceux qui souhaitent en fait retrouver l'ensemble des informations qu'on a données sur la stratégie Région Énergie Positive, de manière bien plus exhaustive que ce qu'on a pu faire là, sur le site de la région, donc c'est la région, c'est l'adresse qui est en bas là, larégion.fr/énergie. En fait, oui, non, c'est pas la bonne adresse. C'est énergie-positive. On retrouve l'ensemble des plaquettes, des vidéos, etc., des plaquettes d'information sur la démarche. D'accord. On vous enverra les supports, l'enregistrement de ce webinaire et puis le lien exact du site internet Région à énergie positive de la région Occitanie. On va terminer ce webinaire. Je remercie fortement Christelle et Solène pour vos interventions. Merci beaucoup à ce binôme qui a bien réussi. Et merci à tous les participants. Et puis, on se retrouve pour d'autres webinaires d'énergie partagée sur d'autres sujets. Et on se tient bien sûr à votre disposition. À très bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.